amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Ça y est, et c'est officiel. Le passeport AES est mis en circulation ce 29 janvier. Au cours du Conseil des ministres de ce jour, le président de la transition a ouvert la séance avec son passeport AES à ses côtés. Et chaque membre du gouvernement s'est présenté avec ce document précieux. Les explications du ministre de la Sécurité et de la Protection civile dès l'entame de cette édition avec Sira Bachili. Le Mali dispose de 2 millions de tonnes de ciment pour un besoin annuel de 3 600 000 francs CFA. Le gouvernement y travaille afin de combler ce déficit et à satisfaire les besoins des Maliens. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier les acteurs. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangare, en visite de terrain dans la zone de défense numéro 2, l'officier supérieur a pu constater le bon déroulement de la formation des militaires au certificat interarmes dans les régions de Ségou et Koutchala, une formation qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de notre outil de défense. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Vous servir est un réel plaisir. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mamadou Kone, bonsoir. Bonsoir Awama, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université polytechnique de Bandiagara. Le Mali a engagé depuis son accession à l'indépendance de nombreuses réformes de l'enseignement en vue d'améliorer la qualité de l'éducation et de disposer de cadres pour la mise en œuvre de ces plans de développement. La mise en œuvre de ces réformes a abouti à la restructuration de l'Université de Bamako en 2012, qui a donné naissance à 4 structures universitaires, à savoir l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Malgré les résultats encourageants, l'enseignement supérieur reste confronté à des difficultés liées, entre autres, à l'évolution des effectifs des étudiants, à la faiblesse des capacités d'encadrement et de gestion et à l'insuffisance des infrastructures et d'équipements. Pour pallier ces difficultés, la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique préconise la déconcentration des institutions d'enseignement supérieur et de recherche par la création d'universités dans les régions. Dans ce cadre, le gouvernement a créé, par le décret numéro 2023-0307 PTRM du 16 mai 2023, la mission universitaire de Bandiagara en vue de préparer la création et l'ouverture d'universités dans la région. Le rapport de cette mission universitaire a mis en évidence la nécessité de créer une université polytechnique.
Le projet de texte adopté crée l'Université polytechnique de Bandiagara avec pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. 2. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté A. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du stade omnisport de Kati. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du stade omnisport de Koulikoro. La politique nationale de développement du sport prévoit la création de nouvelles infrastructures, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures existantes dans le cadre d'un programme pluriannuel afin de parvenir à une meilleure couverture du territoire national. C'est dans cette optique que le gouvernement a entrepris les travaux de rénovation de certaines infrastructures sportives, dont le stade de Kati et le stade municipal de Koulikoro, en vue de les rendre conformes aux normes internationales. Le projet de texte adopté crée sous forme de services rattachés le stade omnisport de Kati et le stade omnisport de Koulikoro avec pour mission d'offrir un cadre adéquat à la pratique des activités physiques, sportives et de loisirs. Il prévoit également pour les 5 prochaines années l'effectif du personnel nécessaire à l'exécution de leur mission. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel tenue à Ouagadougou le 26 janvier 2025. Présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières du pilier diplomatie de la Confédération AES a permis de consolider l'approche commune sur les discussions avec la CEDEAO consécutives à leur retrait conjoint et sans délai de l'organisation sous-régionale. À cet égard, les ministres ont décidé d'engager les discussions avec la CEDEAO de manière conjointe dans le cadre de la Confédération AES et dans l'esprit de sauvegarde des intérêts des populations. À l'issue des travaux, son Excellence M. Abdoulaye Diop a été désigné par ses homologues du Burkina et du Niger de convenir des détails de la rencontre technique avec la CEDEAO. En marge de leur séjour, les ministres ont été reçus en audience par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la situation des écoles inondées. Les habitants de certaines localités des régions de Gao et de Tombouctou, situées le long du fleuve Niger, ont récemment assisté à la montée des eaux. Ce phénomène inhabituel a impacté les écoles riveraines. Au total, 71 écoles relevant de 5 centres d'animation pédagogique des académies d'enseignement de Gao et de Tombouctou ont été touchées. En vue d'assurer la continuité des activités pédagogiques, le gouvernement a entrepris l'installation de tentes comme espace d'apprentissage temporaire, le redéploiement des élèves dans des établissements environnants. 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'organisation à Bamako de la conférence des responsables d'institutions d'enseignement supérieur de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre, qui se tiendra en avril 2025, sera l'occasion de formuler une vision partagée et cohérente qui permettra une mutualisation et une intégration des offres d'enseignement supérieur et des programmes de recherche dans l'espace AES. De manière spécifique, il s'agira de procéder à un état des lieux de l'offre d'enseignement supérieur et de la recherche dans les 3 pays, proposer des pôles d'excellence de formation en lien avec les priorités de développement, proposer des programmes de recherche sur les thématiques fédératrices et d'intérêt pour le développement de la Confédération AES, proposer un mécanisme pérenne de partage d'expériences par les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche des 3 pays, proposer un mécanisme favorisant la mobilité des étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs au sein de l'espace confédéral. Le thème proposé pour la rencontre de haut niveau est «
contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au développement stratégique de la Confédération des États du Sahel. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions de la participation du Mali au 17e Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture et au 11e Forum agroalimentaire germano-africain à Berlin, en République fédérale d'Allemagne. Le Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture est la plus importante conférence internationale consacrée aux enjeux du secteur agricole. L'édition de l'année 2025 a été consacrée à la bioéconomie durable, perçue comme une nécessité pour atteindre l'objectif de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le respect des droits humains et des limites écologiques. La conférence ministérielle a regroupé plus de 70 ministres de l'agriculture, dont celui du Mali, dans la perspective de donner une impulsion décisive à la bioéconomie durable. Le Forum agroalimentaire germano-africain est une plateforme d'échange entre le secteur privé et les décideurs politiques visant à identifier les solutions concrètes pour renforcer la sécurité alimentaire et la transformation des systèmes agricoles. L'édition 2025, dont le thème est « Agriculture et développement rural durable grâce à l'adaptation et à l'innovation régionale », a été marquée par le lancement officiel du Centre d'expertise germano-africain pour les systèmes alimentaires durables et résilients et la science des données agricoles et nutritionnelles appliquées. 5. Le ministre de l'Enseignement, de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres des résultats de la mise en œuvre de la phase de démonstration et des dispositions en cours pour consolider et mettre à l'échelle les résultats acquis pour la réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Le fleuve Niger est confronté aux impacts négatifs des changements climatiques et des activités anthropiques, notamment l'accélération des érosions, la dégradation des berges, l'ensablement, la baisse de l'hydraulicité et la destruction des écosystèmes aquatiques. Pour lutter efficacement contre ces fléaux et résoudre les conflits communautaires liés à l'exploitation des ressources du fleuve et son bassin versant, le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, mis en œuvre de septembre 2018 à juin 2024 dans la zone du delta intérieur du fleuve Niger. À la clôture officielle du projet, le 30 juin 2024, on peut noter qu'il a démontré des approches efficaces pour améliorer la navigation sur une section de 50 km du fleuve Niger, Kemassina-Diafarabé, avec une réduction du trajet de 2 heures suite à la pose de 27 balises sur le chenal navigable Kemassina-Aka. Le projet a également restauré 112 hectares de terre et amélioré les moyens de subsistance de 2161 personnes grâce à la mise en place des micro-projets. Au regard des résultats encourageants obtenus lors de la phase de démonstration, il est envisagé d'initier une deuxième phase qui sera élargie au Haut-Niger et à la boucle du Niger. 6. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision se tiendra à Ouagadougou du 22 février au 1er mars 2025. Elle met en compétition tous les pays du continent dans les secteurs du cinéma et de la télévision. La participation à cet événement vise à consolider le statut de notre pays sur la scène internationale, à promouvoir son image de marque et à poser les jalons de la relance de son cinéma, tout en valorisant le travail de la nouvelle génération de cinéastes. Pour l'édition 2025, le Mali compétit dans toutes les catégories et présente 11 films en sélection officielle, dont 2 pour l'étalon d'or. B. Du déroulement des états généraux des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. L'objectif général des états généraux des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme, tenu du 9 au 11 janvier 2025, était d'ouvrir un débat national
inclusif et participatif sur la culture, l'artisanat, le tourisme et l'hôtellerie, avec l'ensemble des parties prenantes afin de réaliser un état des lieux et proposer des recommandations pertinentes pour leur développement. Ces états généraux sont la manifestation de la vision des plus hautes autorités qui ont dédié l'année 2025 à la culture, donnant ainsi un signal fort pour le démarrage du programme présidentiel Mali Dinkoura qui vise à inculquer à la jeunesse nos valeurs sociétales en vue de la revitalisation culturelle des territoires, la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les États généraux ont vu la participation de représentants de l'administration publique et d'institutions de la République, d'anciens ministres, de responsables des collectivités territoriales, de personnalités du monde de la culture, de l'artisanat et du tourisme, d'artistes, d'artisans et d'industriels du tourisme, ainsi que d'acteurs clés et de fêtières des 3 secteurs. Ils ont également enregistré une participation de qualité de plus de 350 personnes de toutes les régions. À l'issue des travaux, des recommandations pertinentes ont été formulées par les participants en vue de dégager les perspectives stratégiques et opérationnelles pour l'élaboration d'une nouvelle politique décennale et des stratégies de développement des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment A. par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B. par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koné, pour toutes ces précisions. On vous retrouve le mercredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous restons à Koulouba. Le passeport AES est mis en circulation ce mercredi 29 janvier 2025 comme promis. C'est officiel et acté à la présidence de la République du Mali. Le président de la transition a ouvert la séance avec son passeport AES à ses côtés et chaque membre du gouvernement s'est présenté avec le sien. Une image qui lève tout équivoque à propos de ce document précieux. Il est mis en circulation concomitamment avec le passeport de la CEDEAO qui reste valable pendant sa durée de validité. Les modalités restent les mêmes pour acquérir le passeport AES. Pour plus de précision, à la fin du Conseil des ministres, Sira Bachili s'est entretenu avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine. Suivons cet entretien. Aujourd'hui, tous les membres du gouvernement disposent de leur passeport AES et à partir d'aujourd'hui, ce passeport sera mis en circulation au profit de tous nos compatriotes. Ce passeport AES qui vient d'être émis va circuler concomitamment avec le passeport de la CEDEAO. Donc le passeport CEDEAO sera toujours valable pendant sa durée de validité, mais nos compatriotes qui veulent aussi changer leur passeport, laisser le passeport CEDEAO et venir prendre le passeport AES est bien possible. C'est les mêmes conditions d'acquisition, c'est le même montant d'acquisition aussi et les mêmes endroits. Donc les modalités ne changent en rien, le même montant et c'est toujours aussi au niveau de la police de frontières. Donc rien ne change en termes d'acquisition de ce passeport. Alors est-ce qu'on peut circuler librement avec le passeport AES dans l'espace CEDEAO? Bien sûr, nous avons vu un communiqué de la CEDEAO aujourd'hui dans ce sens. Pour ce qui nous concerne, nous avons clairement dit que les ressortissants des pays de la CEDEAO viennent librement dans l'espace AES, ça c'est dans un esprit ouest africain. Donc ils peuvent librement circuler dans l'espace CEDEAO avec ce passeport AES. Quel est le poids diplomatique du passeport AES? Il a un poids diplomatique comme tous les autres passeports. Il n'a pas un poids diplomatique moins lourd, moins fort que le passeport de la CEDEAO. C'est un passeport communautaire et nous avons pris toutes les dispositions pour saisir l'OACI, pour dire que désormais voici le passeport de nos 3 pays. Cela a été fait par le canal des affaires étrangères. Nous avions eu aussi à saisir toutes nos missions diplomatiques et consulaires par écrit, les missions diplomatiques et consulaires du Mali, en dehors du territoire national. Nous avions également saisi toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali pour les informer, pour dire qu'à partir du 29
janvier, voici le passeport qui est en circulation dans l'espace AES. C'est un passeport comme les autres et il a la même valeur que les autres passeports. Les peuples restent les mêmes. Les peuples restent les mêmes. Nous sommes tous les Africains, nous avons quitté la CEDEAO, mais nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des frères et nous allons continuer à nous déplacer en Afrique de l'Ouest, en Afrique et ailleurs. Et voilà, le passeport AES est délivré dans les mêmes conditions que le précédent. Notre reporter Youssouf Diakité a fait le constat au niveau des citoyens et à la direction de la police de l'air et des frontières. Au constat général, le message est compris par le citoyen et les uns et les autres s'affairent au renouvellement de leur passeport en vue de respecter les mesures engagées par les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, suivant son reportage. La Confédération des États du Sahel concrétise chaque jour des actions allant dans le sens de l'atteinte des objectifs fixés par les chefs d'État de l'espace AES. Et le passeport AES en est une parfaite illustration. Passeport qui est officiellement mis en circulation ce mercredi 29 janvier 2025. Une décision conjointe des autorités de l'AES. Passeport d'Atima Bane, mais au CEDEAO, donc il y a un Cambora CEDEAO, donc que AES demande un passeport courant, donc j'ai décidé de annuler quoi. Passeport CEDEAO annulé quand un AES nouvel passeport que j'ai attendu ce jour le 29 janvier pour que je vienne déposer. Je suis très content, je suis très ravi. Partout où nous sommes passés, les avis convergent. Les chefs d'État de la Confédération reçoivent les félicitations de leur peuple. Et on m'a dit que c'est un délai de 15 jours, donc je vais attendre ça patiemment afin d'avoir mon passeport et pour continuer mes voyages, Inch'Allah. Le passeport AES, en Farakabi, bien le 29, le 28 du Mali Borasida la Kaban, 29 Abidamne. Donc on a au Konyani, passeport AES Koy, on a au Denyani. Donc ce matin, on a au Deya, police la pour que Gada a Koulajet. Ni dossier au Blakana, Bogo Konga Singana, il y a BF ou Datidia, à Kanga Bodum Nangana au récupérer. On va être indépendante, c'est tout. Donc je suis venue renouveler, je suis ravie et contente, très joyeuse aussi. Donc je demande à tout un chacun de venir renouveler leur passeport. D'accord? Nous faisons plus partie de la CEDEAO. Ensuite, nous nous sommes rendus à la direction de la police aux frontières. Ici, l'enthousiasme des usagers est perceptible et les autorités en charge de la question rassurent. Depuis le communiqué des États confédérés de l'AES, depuis ce jour, la direction de la police des frontières n'a cessé de recevoir les citoyens voulant changer de passeport, mais pour quitter le passeport CEDEAO et avoir le passeport AES. Donc, cette date, le 29 aujourd'hui, vous-même vous avez constaté l'engouement. À cette date, toutes les juridictions devant enregistrer la circulation du passeport AES sont informées. C'est dire que les dispositions sont prises pour la bonne marche de l'action engagée. Et ce passeport est aussi valable au Mali, comme au Burkina, comme au Niger. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, chaque pays est souverain pour confectionner son passeport. Et nos partenaires, que ce soit l'OACI, que ce soit les représentations consulaires, les ambassades, tout le monde a été informé par les biais des correspondances envoyées. Donc en cela, je rassure tout le monde qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, ceci est la concrétisation que les chefs d'État de la Confédération sont prêts à dérouler le plan d'action élaboré à cet effet, c'est-à-dire la liberté totale des peuples de l'AES en vue d'atteindre l'objectif un espace, un peuple, un destin.
Nous ouvrons à présent le carnet d'audience du président du Conseil national de transition. Après 7 ans de bons et loyaux services au Mali, au compte de l'autorité palestinienne, l'ambassadeur Hadi Chedi est en fin de mission. Il quitte le Mali pour être le représentant permanent de l'autorité de Palestine auprès de l'organisation de la conférence islamique. Le diplomate palestinien est venu remercier les autorités maliennes pour leur accompagnement. Le compte-rendu de cette audience avec Nyanyalou Traoré. Entre le Mali et l'autorité palestinienne, c'est une longue histoire de fraternité, d'entraide et de respect mutuel. Notre pays compte parmi les soutiens constants des frères palestiniens dans leur lutte menée contre les envahisseurs. Ce mercredi matin, le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diaw, recevait un invité très estimé du Mali qui d'ailleurs le lui rend bien. Je suis venu voir l'honorable monsieur le président de CNT parce que lui, avec le chef des armées, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ils ont toujours été là, de notre côté. Et ils ont apprécié le travail qu'on a fait. Et je ne pouvais pas quitter ou partir sans dire qu'on va se voir très bientôt et sans transmettre le remerciement infini, que ce soit par le président de l'État de Palestine ou par le premier ministre palestinien ou par la population palestinienne au Mali. Et aujourd'hui, j'étais franchement très honoré et soyez sûrs, je pars de Mali, mais je serai aussi le représentant de Mali là où je vais. L'autorité nationale palestinienne a vu le jour à la suite des accords d'Oslo signés le 13 septembre 1993 entre l'État d'Israël qui occupe les territoires palestiniens depuis la guerre des 6 jours en 1967 et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Nous sommes en 2025. La situation reste assez critique sur cette partie du monde. Le Mali, engagé auprès des Palestiniens, est devenu un acteur de premier plan dans la reconnaissance de l'autorité palestinienne en tant qu'État. Et ce soutien de taille ne passe pas inaperçu chez ses diplomates en poste à Bamako. Le Mali a toujours soutenu la Palestine. Le Mali a toujours voté en faveur de la Palestine et a même pris des décisions que d'autres États qui n'avaient pas de difficultés n'osaient pas le prendre envers le peuple palestinien. Pourquoi? Tout simplement parce que la fraternité qui existe et qui relie les deux populations. Moi, j'ai servi dans plusieurs autres pays, mais le départ, cette fois-ci, est plus difficile que les autres. Parce que j'ai l'impression que je pars et je laisse un morceau de moi ici. Je considère tous les Maliens et les Maliennes des frères et sœurs. Et j'étais franchement gâté et honoré d'être accepté et d'être soutenu. À très bientôt. Un cadeau souvenir a été offert à l'ambassadeur par le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diaw. Un geste très apprécié par ce dernier qui témoignera à nos micros toute l'affection qu'il porte au Mali et aux Maliens. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali dispose de 2 millions de tonnes de ciment pour un besoin annuel de 3 600 000. Le gouvernement travaille à réduire cet écart et à satisfaire les besoins des Maliens. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier au département les acteurs du secteur. Nous retrouvons Nyanyalou Traoré. Un Malien, un toit. Le slogan est en passe de devenir une réalité. C'est en tous les cas le souhait des autorités de la transition. L'axe 3 de la lettre de cadrage du chef de l'État esquisse bien ces données, c'est-à-dire satisfaire les besoins élémentaires des Maliens. Se loger chez soi fait partie de ces attentes. Et pour ce faire, un élément clé entre en jeu, le ciment. L'accessibilité et la disponibilité du ciment ainsi que le prix ont alimenté les échanges de cette réunion inclusive. Aujourd'hui, si nous prenons le prix de part carreau-usine jusqu'au consommateur, les écarts sont très énormes. Les écarts sont très énormes. Donc la rencontre de cet après-midi avec vous, c'est d'échanger sur la structure des prix du ciment et voir comment aujourd'hui nous pouvons arriver à baisser de façon très significative le
prix d'accession du ciment à nos compatriotes. C'est ça l'objectif de la réunion. Le Mali a un besoin par an en ciment de l'ordre de 3 600 000 tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions de tonnes acquises. Un chiffre qui augmentera une conviction affichée par le ministre Diallo. Car, dit-il, la présente rencontre qui se veut novatrice a pour objectif, entre autres, le maintien du dialogue permanent avec tout le secteur pour assurer l'approvisionnement correct du marché pour un bien-être des Maliens. Il y a beaucoup d'usines de ciment qui sont implantées dans notre pays, qui ont une capacité de production assez importante. On va vers l'autosuffisance. Autant on va vers l'autosuffisance, autant il faut que nous, on s'organise aussi en tant que gouvernement, d'envisager aussi des mesures pour protéger les unités de production de ciment dans notre pays. C'est des stages aussi qu'il s'agit. Le marché du ciment peut garantir à notre pays une baisse graduelle du prix de beaucoup de produits de première nécessité et surtout permettre de lutter efficacement contre l'inflation sur nos places de vente. Nous avons jugé utile donc de mettre en place une commission de réflexion qui va travailler à la fois sur la structure du coût de production au niveau des usines, premièrement. Deuxièmement, l'analyse des acteurs qui interviennent dans la chaîne de distribution et les différentes marges qui sont distribuées au niveau de chaque acteur. Et troisièmement, de définir les conditions générales et particulières de la commercialisation du ciment au niveau des unités industrielles. Le ministre de rappeler que pour la réussite de l'opérationnalisation du vœu présidentiel, le secteur du ciment doit se projeter dans l'optimisation de la production, la maîtrise des charges de production pour une meilleure rentabilité et concevoir une bonne politique commerciale. Et à présent, le contenu de ce communiqué. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, porte à la connaissance des personnes invitées à la cérémonie solennelle de rentrée des auditeurs de justice et des greffiers en chef stagiaires que l'ouverture de la dite cérémonie, initialement prévue demain jeudi 30 janvier 2025 à 10h au siège de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo, est décalée à midi le même jour et au même endroit. Le ministre tient à présenter ses sincères excuses pour tout désagrément causé par ce léger report, indépendant de sa volonté, et sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de toutes et tous. La refondation de notre outil de défense en marche, des militaires en formation pour obtenir le certificat inter-armes dans les régions de Ségou et Markala ont reçu la visite du chef d'état-major général adjoint des armées. Le général Sangaré était porteur du message de la hiérarchie militaire. On en sait davantage avec Fousseni Samaké avec le concours de la DIRPA. Il s'agissait pour le chef d'état-major général adjoint des armées de s'enquérir des conditions de formation des militaires des centres de CIA, certificats inter-armes de Markala et de Koutchala. Partout où le général Keba Sangaré est passé, il n'a pas manqué de partager les visions des autorités militaires avec les stagiaires. Qui parle d'opération parle de formation et d'entraînement. Dans le cadre de la refondation de notre outil de défense, nous avons vu venir nos camarades de la police et de la protection civile. Premier cadre de CIA, donc il fallait passer dans les centres, apprécier, évaluer et surtout faire véhiculer la vision du chef d'état-major général des armées. Aujourd'hui, les programmes par centre déjà se trouvent à 60 voire 75%. Donc le niveau des stagiaires est à saluer. Le visiteur a également échangé avec le commandement et l'encadrement sur les conduites à tenir pour la réussite de leur mission régalienne. C'est toujours bien de voir les anciens à côté. C'est une source d'inspiration et une source de motivation pour nous. Avec l'expérience qu'ils ont, c'est pour nous aider, nous jeunes, à bien faire le travail, à être mieux outillés pour faire face aux défis auquel le pays est confronté actuellement. Cette visite nous encourage beaucoup. Ça permet également de
renforcer en nous la confiance que nous avons à la chaîne de commandement et qui nous pousse aujourd'hui à bien former ces militaires-là qui sont dans 5 centres de CIA au sud. Cela galvanise davantage l'encadrement. Le général de division Keba Sangaré a félicité l'ensemble des forces présentes dans les localités visitées pour leur engagement et leur détermination dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Journée internationale de protection des données à caractère personnel. 400 agents des officiers de police judiciaire approfondissent leurs connaissances sur certaines notions, notamment la cyberviolence à l'égard des femmes et la protection de la vie privée des militaires. Tchamoro Konaté nous donne plus de détails. Protection des données à caractère personnel, une exigence de la loi en matière d'investigation en cas d'infraction, exigence à laquelle les unités d'enquête sont tenues de se plier, la moindre défaillance constitue en elle-même une infraction, d'où cette session de formation de 200 policiers et autant de gendarmes, tous officiers stagiaires de police judiciaire. Dans la mise en œuvre des pouvoirs d'investigation de l'officier de police judiciaire que vous êtes, la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013 modifiée oblige donc l'officier de police judiciaire au difficile exercice d'assurer l'équilibre entre la protection de la vie privée des personnes et les finalités sécuritaires à l'occasion du traitement des données personnelles. La formation en question intervient dans le cadre de la journée internationale dédiée à la protection des données à caractère personnel. Elle s'articule autour de 4 thématiques. Les cadres juridiques et institutionnels de l'autorité de protection des données à caractère personnel, la répression des infractions aux données personnelles, donc un volet essentiel pour garantir l'efficacité de notre cadre juridique. La cyberviolence à l'égard des femmes, qui est aujourd'hui une problématique émergente, qui appelle à donc une réponse ferme et éclairée. Et enfin, la protection de la vie privée des militaires sur les réseaux sociaux. Il s'agit de renforcer les rudiments dont disposent les participants en mettant en relief l'éthique et la déontologie, synonymes de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de leur profession. Dans notre société numérique, où les informations qui circulent rapidement et où la vie privée de nos concitoyens peut être mise en péril, en tant qu'agent de l'État, vous serez souvent amené à traiter des informations sensibles. Il est donc de votre devoir de comprendre les principes qui régissent cette protection et d'appliquer les règles en vigueur avec rigueur et professionnalisme. Rigueur et professionnalisme, 2 concepts auxquels ces officiers stagiaires de police judiciaire semblent accorder un intérêt particulier, comme l'atteste la grande mobilisation à l'occasion de cette session. À présent, je vous invite à faire un tour à la place du cinquantenaire. Découvrons ensemble un univers fascinant d'Ogon. C'est le pays d'Ogon qui s'est transporté à Bamako pendant une semaine. Bokari Koulibaly a rencontré quelques visiteurs ce matin. Ils apprécient la richesse culturelle du pays d'Ogon. Pour eux, le festival Ogobagnan est une véritable école. Suivons son reportage. Loin des collines, des savanes et des falaises, le pays d'Ogon délocalisé sur les berges du fleuve Djoliba à travers le festival Ogobagnan. Ogobagnan, un festival qui offre l'opportunité aux festivaliers de montrer tout le talent et le savoir-faire africain et malien en particulier. À travers des accessoires, des habits et des produits thérapeutiques, la culture malienne est vantée dans toute sa diversité. Vous voyez, là déjà on est dans l'AES. On a eu à faire des réalisations avec les 3 cartes. Là c'est le Mali, Burkina, Niger. Et on a eu aussi à faire avec l'Alliance en écrivant AES. Un peu plus loin, Mariam Dambélé expose fièrement ses bougolans aux motifs raffinés. Son stand attire de nombreux curieux fascinés par la finesse du travail et la richesse des motifs. Il y a des grands boubous, des gilets, des tailles hautes et aussi des robes, un peu de tout. Bon, avec les accessoires, ça c'est les colliers, bracelets, boucles d'oreilles et tous les petits accessoires qu'on peut porter sur les bourolans. Originaire du Togo, Wilson Kamak expose des articles inspirés de la tradition africaine. Il vend des t-shirts à l'effigie des masques de notre continent faits par ses soins. La plupart du temps, la jeune génération va au musée pour voir des masques. Mais vous voyez, nous avons pu faire ressortir ça sur du vêtement. Je donne un exemple pour les enfants, vous voyez, on met des bandes dessinées sur des vêtements et rapidement ils gardent ça en mémoire. Mais nous, on n'avait pas pu inscrire ça.
Donc nous le mettons sur du vêtement, de telle sorte que la jeunesse puisse voir ça et qu'ils puissent remarquer que, ah bon, tiens, ça c'est un masque d'ici, et ça reste en tête. Venu spécialement de la Roumanie pour le festival Ogobagnan, Léon se réjouit de cette première visite en Afrique. Il s'est dit séduit par la mosaïque culturelle qu'offre le festival Ogobagnan. It's really amazing to see the very varied culture of Mali, from all the regions of Mali, to see people from the south, people from Dogon, people from Tuareg and Tamashek in Kidal. It's really a unique experience. Ali Gundo découvre le festival Ogobagnan pour la première fois. Avec un sourire nostalgique, il nous confie que ces cadres lui rappellent son village. Quand on voit toutes ces personnes qui viennent voir notre culture, ça veut dire qu'on a une très grande culture. Et ce n'est pas seulement que les Dogons ici, il y a toute une diversité, il y a les Bamana, les Touaregs, les Peuls, tout le Mali est présent ici. Donc ça veut dire que le Mali c'est une symbiose culturelle et que cette diversité-là me rend très fier du Mali dans son ensemble. Outre le côté commercial, le festival Ogobagnan se révèle être également un véritable vecteur de paix et de cohésion sociale au regard du nombre important de communautés présentes à l'événement. Pour que la cohésion puisse venir, donc on a besoin d'organiser des festivals ainsi. Ce n'est pas seulement les Dogons, mais Ogobagnan, c'est les Dogons qui le font, mais c'est pour tout le monde, pour ramener la paix aussi et la cohésion sociale, les vivre ensemble. C'est la démarche vers la paix. Pendant 3 nuits, 3 ou 4 communautés font la prestation et ils véhiculent des messages d'entente, de cohésion et de paix. Le festival Ogobagnan est bien plus qu'un festival culturel. C'est une transmission de mémoire, un pont intergénérationnel, un hommage à un peuple qui continue de faire rayonner son héritage. Une chose est sûre, ceux qui repartent d'Ogobagnan emportent avec eux bien plus que des souvenirs. Ils repartent avec des histoires à raconter. Le gouvernement et ses partenaires capitalisent les résultats enregistrés dans la lutte contre le paludisme entre 2022 et 2024. C'est une initiative de Catholic Relief Service en collaboration avec le Fonds mondial. Le but de l'exercice est de planifier un nouveau programme dans la lutte contre le paludisme. Les détails avec Mariam Kone. Au Mali, le paludisme constitue un réel problème de santé publique, avec près de 30% des décès. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus affectés. Cet atelier vise à échanger sur les leçons apprises de la subvention pour le paludisme dans le cadre du projet de financement dénommé GC6. Cela devrait permettre une meilleure planification de la nouvelle subvention GC7. Une étape clé pour évaluer les progrès dans la lutte contre le paludisme. Au cours de ces 3 dernières années de mise en œuvre du GC6, nous avons réalisé des avancées significatives dans la lutte contre le paludisme. Ces progrès sont avant tout le fruit d'un partenariat fort et du travail acharné de tous les acteurs. Cet atelier représente ainsi une opportunité précieuse pour procéder à un diagnostic rigoureux et sans complaisance dans un esprit de transparence et de collaboration afin de transformer les défis rencontrés en opportunités. Il nous faut intensifier les efforts pour atteindre les populations vulnérables, y compris dans les zones difficiles, intégrer davantage nos interventions en combinant la lutte contre le paludisme avec d'autres programmes de santé comme la vaccination, comme la nutrition, et cela nous semble tout à fait essentiel, et renforcer les collaborations avec tous les acteurs pour répondre efficacement aux besoins dans les zones où l'insécurité persiste. Il s'agit au cours de cette session de partager avec tous les acteurs et partenaires les succès, les défis et les leçons apprises de la mise en œuvre du nouveau mécanisme de financement. Je voudrais rappeler que le CCM Mali reste déterminé à jouer pleinement son rôle de coordination et de suivi stratégique pour garantir une utilisation efficiente des ressources et une transparence accrue dans la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds mondial. Ensemble, nous pouvons bâtir des programmes encore plus performants pour protéger nos populations contre le paludisme et autres maladies prioritaires. Pour que les actions en matière de lutte contre le paludisme impliquent tous les acteurs et profitent à tous,
Il est nécessaire d'une part d'évaluer périodiquement les politiques publiques mises en œuvre et d'autre part d'organiser des cadres d'échange multisectoriels dans le but de faire la revue de la mise en œuvre des interventions et de donner de nouvelles orientations. Les participants s'engagent à œuvrer ensemble pour un Mali sans paludisme d'ici à l'horizon 2030. Le Centre national de transfusion sanguine n'a connu aucune rupture d'intrant de transfusion sanguine en 2024. Le centre compte maintenir ce cap en 2025. C'est pourquoi le projet de budget au titre de l'exercice en cours connaît une augmentation. Il est de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Toutes ces informations sont issues de la 36e session du conseil d'administration du CNTS. On en sait davantage avec Barakissa Ouattara. Le Centre national de transfusion sanguine a enregistré en 2024 plus de 69 000 dons de sang, soit une progression par rapport à 2024. Quant à la proportion du don volontaire, elle est de 25%, un chiffre en deçà de l'objectif assigné par l'OMS qui recommande 80% à 100% de dons volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Cette année, le CNTS revoit ses priorités. Le CNTS voudrait compter encore plus sur plus en 2025, notamment la mise de la ligne électricité du CNTS sur une ligne prioritaire afin d'amoindrir les difficultés liées au délestage. Voudrais-je rappeler que les séquelles de l'incendie survenu en 2021 dans les laboratoires et celui de 2024 dans la cour du CNTS sont encore visibles et impactent sur les activités du centre. C'est pourquoi le département de la santé n'a ménagé aucun effort pour renforcer le CNTS par l'acquisition de 2 véhicules fourgons pour renforcer les activités de collecte et la fourniture des intrants de transfusion sanguine afin d'assurer la disponibilité des produits sanguins. La subvention de l'État inclut la reconduction de la ligne dépenses en investissement d'un montant de 500 millions de francs CFA destinés aux travaux de réhabilitation et d'extension afin que le CNTS puisse disposer d'un environnement de travail répondant aux normes de qualité, de sécurité et de confidentialité. Le CNTS compte renforcer ses ressources afin d'assurer la promotion du don volontaire de sang, le recrutement, la fidélisation des donneurs volontaires et intensifier la collecte mobile. Autre conseil d'administration, c'est celui de l'Agence malienne de métrologie. Parmi les acquis de 2024 de l'AMAM, la construction d'une station de jaugeage de camions-citernes. En 2025, l'Agence malienne de métrologie compte poursuivre les grands chantiers en cours. Abdul Karim Kaba nous donne d'autres détails de cette 13e session. Un secteur peu connu du public, l'Agence malienne de météorologie AMAM assure avec efficacité son rôle d'instrument de suivi et de contrôle de mesures. Ce constat est justifié par les résultats obtenus. En termes de chiffres, sur 45 activités programmées, l'Agence malienne de météorologie a exécuté 37. La construction d'une nouvelle station de jaugeage des camions citernes au bénéfice des transporteurs. Au titre du contrôle des instruments de mesure, 14 220 instruments de mesure ont fait l'objet de vérification. En termes de perspective, nous envisageons de renforcer davantage les capacités d'intervention de l'agence à travers l'acquisition de matériel météorologique de qualité et améliorer la digitalisation des prestations de l'agence et aussi renforcer le parc auto pour faciliter les missions sur le terrain. La conformité des instruments de mesure et leur fiabilité assurent le développement économique. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce propose. Au regard de ces bons résultats, il m'est particulièrement agréable d'adresser mes vives félicitations à la direction générale, aux personnels de la MAM et les exhorter à réduire davantage d'efforts pour combattre l'utilisation d'instruments de mesure non vérifiés et certifiés dans les transactions commerciales, la production industrielle, la santé, l'environnement. La fraude sur la mesure, sous quelque mesure que ce soit. Pour assurer le bon climat des affaires et la protection des consommateurs, l'Agence malienne de météorologie AMAM compte accentuer les efforts sur la communication, la digitalisation des prestations et le renforcement de la capacité d'intervention.
Dans la Venise malienne, l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta du Niger a produit plus de 50 000 tonnes de poissons frais en 2024. Les administrateurs de la structure sont réunis à la faveur de la 7e session ordinaire du conseil d'administration. Le reportage de Boubacar Sankari. Cette 7e session ordinaire de l'ODEPADIN, Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger, s'ouvre dans un contexte marqué par une production exceptionnelle du poisson dans sa zone d'intervention. Plus de 52 000 tonnes de poissons frais et près de 5 000 tonnes de production aquacole réalisées en 2024. À ceci, il faut ajouter. Donc on a fait des magasins de stockage, des magasins de commercialisation, des unités de glace et on a fait aussi des hangars pour les femmes. Malgré ce bilan jugé satisfaisant par les administrateurs, des difficultés demeurent. Le manque de personnel. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés par rapport à ce sujet. Maintenant, ensuite, les zones d'intervention, c'est-à-dire souvent sont occupées. Nous ne parvenons pas à faire les activités normalement. Et en termes de perspective, les administrateurs ambitionnent sur la base des budgets prévisionnels de 384 millions de francs CFA d'achever certaines infrastructures en cours de réalisation, mais pas seulement. De renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur poisson et surtout de proposer un plan d'action dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture en vue de renforcer la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et la République du Niger dans le cadre de l'AES. Au cours de cette session, les administrateurs vont également examiner les procès verbaux de la 6e session du conseil d'administration, l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session, les rapports d'activité financiers de l'année 2024, le programme de travail et le budget 2025. Auparavant, les administrateurs avaient visité quelques réalisations de l'ODEPADIN au port de pêche de Mopti. Le cercle de Boujbéba dans la région de Taoudéni est un exemple de résilience malgré la crise qui secoue le pays. Cette circonscription du Mali est restée attachée aux valeurs républicaines. Le cercle renferme plusieurs archives administratives soigneusement gardées par le chef du village. Le reportage de Chirfi Moulay Aïdara. Les populations de Boujbéba, région de Taoudéni, ont été résilientes malgré l'instabilité qui a connu la région. Situé à 270 km de Tombouctou, au nord-est, dans des dunes de sable. Les notables de cette circonscription administrative ont fait preuve de patriotisme en maintenant les populations à résister à toute forme de migration malgré l'insécurité. Je remercie le gouverneur Ould Meidou et les hautes autorités pour m'avoir donné mon insigne qui fait de moi un représentant de l'État. J'en suis fier. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en tant que patriote au nom de mon pays. Et je vais continuer sur cette lancée. Cet ancien village, érigé en cercle, aujourd'hui est un carrefour menant à plusieurs destinations, notamment Taoudéni central, Arawan, Kidal et l'Algérie. Nous sommes des Maliens comme tout le monde. Nous défendons notre pays en toutes circonstances. Si vous voyez que nos populations sont restées, c'est parce que moi je suis là en tant que représentant des légitimités traditionnelles et je suis là aussi en tant que l'État. L'Hamim Ould Hassan, chef de village, avec l'accompagnement du gouverneur, a joué un rôle crucial dans le maintien des populations suite aux rumeurs lors de la rétrocession de camps occupés par l'aménagement au Fama. Grâce au dévouement du chef du village et de son conseil, nous sommes restés et nous continuons à prêcher la paix entre les communautés. Le cercle de Boujbéha est une bibliothèque riche en histoire et le chef du village constitue la mémoire. Il conserve encore des lettres du premier président de l'Assemblée nationale, Fé Mahamana Alassane Haïdara. Le cercle de Boujbéha est une vieille localité. J'ai ici des vieilles correspondances et écrits des hautes personnalités du pays qui ont passé ici. Là, nous avons des écrits de Feu Moussa Keïta, premier gouverneur de Tombouctou, et du général Kafougouna Koné et autres ambassadeurs. Boujbéha, avec ses édifices et habitations en calcaire, n'a rien à envier aux citadins. Tout y est une mosquée, des addictions d'eau, des écoles, bref, tout ce dont une localité a besoin
pour exister, avec l'accompagnement des plus hautes autorités. En 13e région, le gouverneur de région, Mariam Koulibaly, a prêté serment en début de semaine au tribunal d'instance de Dioïla. Le chef de l'exécutif régional a juré de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois. Elle s'est aussi engagée à remplir sa fonction avec dévouement et probité. La native de Kati, âgée de la cinquantaine, est un administrateur civil qui a servi à Koulikoro comme préfet. Elle a exercé plusieurs autres postes de responsabilité, dont le consul général du Mali à Bouaké en Côte d'Ivoire. Elle était jusqu'à sa nomination directeur de cabinet du gouverneur de Dioïla. Voilà, prestation de Madame le gouverneur de la région de Dioïla, Koulibaly, Mariam Koulibaly. Vie et prophétie de Abiré Goro en milieu Dogon, une thèse soutenue par Saïdou Apoudjougou avec la mention très honorable du jury. L'auteur décroche ainsi son doctorat en anthropologie, anthrographie. C'était dans la salle de conférence de l'Institut de pédagogie universitaire, le compte-rendu de Fademba Keïta. Le jury a apprécié positivement, n'est-ce pas, le travail de Seydou et lui a donné la mention très honorable. Ce sacre est le fruit de ses brillantes recherches et présentations sur le thème de sa thèse de soutenance intitulée « Vie et prophétie de Abiré Goro à Milé Dogon ». La thèse de plus de 200 pages composée de 3 parties porte sur ce personnage mystique et très visionnaire d'antan du pays Dogon. La présentation suivie par d'éminents chercheurs dont le professeur Éric Joly, directeur de recherche au CNRS de Paris, en ligne, ont tous apprécié la qualité des recherches menées. Après des critiques effrayantes mais pédagogiques sur la méthodologie, le fond et la forme, le manque d'outils de recherche suivi de propositions d'amendement, les membres du jury lui décernent le titre de docteur en anthropologie ethnographie. Habillé en toge, il intègre désormais la famille des docteurs. Ma thèse révèle que Abiré serait né au début du XVIe siècle, vers 1510, une vingtaine d'années avant la dislocation du village de Douna, avant la mort de Askia Mohamed 1538. Abiré aurait d'ailleurs rencontré ses envoyés Songoui à Toun, actuel Bodoual, près de Douna. Il est mort à Kana, une trentaine d'années après la dislocation de Douna, vers 1564. Les mots me manquent aujourd'hui. Mon projet, c'est de continuer toujours avec cette recherche parce que les membres du jury ont formulé des observations. Donc je vais m'engager à prendre en compte ces observations-là pour que ce travail puisse répondre, puisse avoir plus de validité scientifique. L'étudiant, je pense, a fait de très gros efforts. Il a fait de très gros efforts en ce qui concerne l'enquête, le recueil des informations. Et évidemment, comme toute thèse, c'est pas une thèse fabriquée par écrite par un génie, du moins entre guillemets, mais un humain. Génie, ça s'entend un diable, quoi. Une thèse sur la vie et prophétie d'Abiré Goro était un des vœux du Conseil national des sages de Djina Dogon. Les recherches et la présente soutenance sont financées par la fondation Toguna Industries. Djina Dogon a décidé de faire une étude scientifique sur Abiré. Pour tout le monde, Abiré, c'est un peu le Nostradamus Dogon. Et c'est une recherche qui nous a coûté, ça nous a pris beaucoup de temps avant de trouver un doctorant. Et quand on a trouvé un doctorant, ça a pris beaucoup de temps. Il y a aussi derrière tout ça un bailleur, Toguna, pour cette recherche, qui a mis la main à la poche avec 20 millions de francs. Dr Saïdou Apoudjougou entend parfaire la présente thèse, source d'enracinement en milieu Dogon, en prenant en compte les remarques, critiques et suggestions faites par les membres du jury. Voilà, Seydou Apoudjougou, docteur en anthropologie et ethnographie.
Action humanitaire dans le village de Biladji, dans la région de Kaï. L'initiative a permis de réaliser 748 consultations médicales et des dizaines d'interventions chirurgicales. Le commentaire de Soumao Aïdara. 748 personnes consultées et 30 interventions chirurgicales, c'est le résultat d'une mobilisation de 27 médecins à Biladji, dans la région des Kaï. Les enfants, les femmes en âge de procréation et les personnes du 3e âge se sont donné rendez-vous au nouveau centre de santé. Nous étions 3 à avoir initié cette journée à Biladji. Il s'agit du docteur Traoré qui nous a quittés, de Dr Sako et moi-même. Nous avons décidé de faire cela pour montrer notre solidarité envers les habitants de cette localité et environnante. Au-delà des consultations, tous les patients ont reçu gratuitement des médicaments contre les maux dont ils souffrent. C'est la 3e fois que cette équipe organise ce genre d'initiative à Biladji. Elle a parcouru plus de 800 km pour nous apporter assistance. On ne peut que remercier les donateurs. Ce geste est un acte de patriotisme et le centre de santé qui a abrité cette journée a été construit par la jeunesse de Biladji et 7 autres villages environnants. Le premier nouveau-né du centre de santé de Biladji est une fille. Elle porte le prénom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Cette journée humanitaire à Biladji n'est pas seulement une réussite médicale, mais également une preuve que la solidarité et l'engagement collectif peuvent transformer notre quotidien social. L'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, le soutien des forces vives ne faiblit pas. Des meetings et conférences sont organisés à cet effet. Ce soir, nous irons à Kuchala, Sikasso et Kourouganfouga. Nos reporters sont Brima Kone, Sekou Konate et Boubacar Sissoko. Kourouganfouga, un lieu plein d'histoire. C'est cet espace qui a été choisi par la Confédération des peuples de l'AES pour commémorer l'an 1 du retrait des 3 pays de la CEDEAO. À Kangaba, l'instant était solennel et plein de sens. Selon les organisateurs de la rencontre, la CEDEAO est une organisation corrompue à la solde des impérialistes occidentaux. Ils estiment que Kourouganfouga est le lieu le mieux indiqué pour une telle célébration. Les initiateurs de la rencontre sont venus apporter leur soutien à nos 3 chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. S'il n'y a pas de racines, l'arbre ne peut pas tenir. Nous sommes venus à la source. Les Africains, nous sommes dans une lutte panafricaine, dans une lutte de souveraineté et d'autodétermination. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec le système impérialiste et vouloir vaincre l'impérialisme. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi nous sommes venus à Kangaba, en accord avec nos partenaires du Mali, de la CPAS, pour dire que c'est pour montrer l'histoire qu'aujourd'hui on parle des droits de l'homme partout, mais tout est parti d'ici. Les Mandéka depuis l'ère de l'Empire du Mali savent reconnaître les bienfaits. C'est pourquoi l'arsenal musical traditionnel était sorti pour la cause. Une occasion pour les gardiens de la tradition, les griots, de rappeler l'histoire de Kourouganfouga et du Mandé. Le soutien est sans faille pour les Mandéka. Nous saluons le courage de nos chefs d'État. Nous les soutenons avec nos moyens jusqu'à la fin de nos jours. Nous demandons à Allah de les protéger dans leur mission. Cette célébration du retrait des 3 pays de l'AES est bien perçue par le chef de l'exécutif régional. Après une année, l'AES a démontré sa capacité à se réinventer, à bâtir un espace commun en pleine expansion, à poser les jalons d'une puissance militaire et économique. Nos chefs d'État, avec une volonté inébranlable, frappent à la porte du développement et de l'épanouissement. Ils incarnent les aspirations de nos peuples
qui souhaitent ardemment voir notre espace prospérer dans la paix, la solidarité et la dignité. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, membres de notre grande famille de l'AES. Restons unis, déterminés et cohérents derrière nos trois présidents. Lors de cette cérémonie, les communautés burkinabées et nigériennes ont offert un bélier blanc au chef de l'exécutif régional. D'autres distinctions ont été faites pour ceux-là qui se battent pour la souveraineté de nos pays. C'est dans une salle de conférence du gouvernorat vite prise d'assaut par les populations, en majorité jeunes, que s'est tenu ce meeting de soutien aux autorités de la transition de nos trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Trois pays qui ont décidé de mettre en commun leur destin en s'extirpant des griffes d'une organisation sous-régionale à la solde de puissances étrangères et de se regrouper dans une confédération des États du Sahel. Il y a un an. L'hymne national entonné en chœur donne le ton de ce rendez-vous initié par la coordination régionale de la Confédération des États du Sahel, SICASO. Le message n'est rien d'autre que il faut que l'ensemble des populations des pays de l'AES sachent que nous sommes sur une lancée extraordinaire et que l'AES est une chance. Les présidents de l'AES sont des chances pour nous et vraiment nous devrons bien saisir ça. Nous ne devrons pas reculer. Nous devrons tout faire pour éviter les pièges que les pays de la CEDEAO vont poser devant nous. Pour les représentants des organisations de la société civile, cette marche de nos États est irréversible et bénéficiera de l'accompagnement des populations. Et pour les autorités régionales, cette détermination renforce les pouvoirs publics dans leur combat quotidien pour le bonheur et la prospérité de nos États. Ensemble, avec nos frères du Sahel, le Burkina et le Niger, nous avons posé les bases d'une intégration économique, politique et sécuritaire qui met l'humain au centre des priorités. Cette année écoulée a été marquée par des avancées significatives. La mise en place des mécanismes innovants de sécurité collective pour contrer les menaces transfrontalières, la consolidation de nos économies à travers des projets structurants et la facilitation des échanges commerciaux. Ces progrès n'auraient pas été possibles sans l'engagement de chacun d'entre vous. L'ensemble instrumental de l'ECOTRAD a assuré l'animation de cette journée anniversaire. Le collectif pour la défense des militaires CDM fête le premier anniversaire de la création de l'AES à travers une conférence débat. Des débats qui s'articulent autour des grandes lignes de l'AES avec en ligne de mire la création du nouveau passeport de l'organisation sous-régionale. Ce passeport, plus qu'un simple document de voyage, incarne notre volonté collective d'émancipation et d'intégrité régionale. Les débats ont aussi porté sur l'annonce historique de l'uniformisation de la défense et de la sécurité au sein de l'AES. Un acte marqué selon les conférenciers par le déploiement de 5000 hommes dans un cadre commun. Ce corps de défense unifié est le témoignage de notre engagement à protéger nos peuples et à garantir la souveraineté de notre espace commun. Cette initiative stratégique basée sur la mutualisation des forces, constitue une réponse courageuse et pragmatique aux menaces sécuritaires qui pèsent sur nos États. Certaines interrogations ont porté essentiellement sur la création d'une monnaie de l'AES. En guise de réponse à ces interrogations, les conférenciers affirment que l'essentiel est que les chefs de la Confédération des États du Sahel continuent à s'unir davantage autour des questions d'intérêt commun. Mobilisation et engagement total pour sectionner les cordons restants de l'impérialisme. C'est l'appel du Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel à la place de la Nation. C'est devant des milliers de manifestants mobilisés pour la coordination nationale des associations de la veille citoyenne pour marquer l'an 1 du retrait des États de l'AES de la CEDEAO, Lassina Ouattara et Tanga Kafando. Aujourd'hui, la CEDEAO ou ce qui reste de la CEDEAO est derrière nous. La rupture est totale, assumée et consommée.
L'annonce est faite par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo à cette manifestation de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, marquant l'an 1 de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Les États de l'AES vont poursuivre leur marche vers une souveraineté réelle et le Premier ministre appelle à la mobilisation et à l'engagement total pour parachever la lutte contre l'impérialisme et ses ramifications. Le capitaine Thomas Sankara avait dit que pour rompre le cordon de l'impérialisme, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne se fera pas par les tendres mains d'une sage-femme, mais ça se fera par une hache et par un coup sec. Et le coup sec a été porté il y a un an par nos 3 grands leaders historiques. Nous avons ici entendu le message qui a été porté ici par le leader de la veille citoyenne. La CEDEAO, c'est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée net le 28 janvier 2024. Nous savons qu'il y a d'autres cordes qui restent. Mais nos 3 chefs d'État tiennent toujours la hache fermement. C'est pour dire que toutes les cordes seront tranchées sans état d'âme. Pour le chef du gouvernement, la lutte ne sera pas facile, mais la détermination des 3 chefs d'État de l'AES et le soutien des peuples constituent une force qui surmontera les obstacles de tout genre dressés sur le chemin. Vous avez été témoin de tout ce qui a été orchestré ces derniers jours. Je sais que vous savez lire entre les lignes. L'objectif, c'était de nous affaiblir, de nous faire peur. Mais partout où ils ont tenté, ils ont essuyé une défaite cuisante. La liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache. Des libertés arrachées, l'histoire de notre pays nous l'enseigne suffisamment. Des enseignements résumés dans notre hymne national, le Ditanien, conclut le Premier ministre. Et oui, l'Alliance des États du Sahel AES a quitté la CEDEAO il y a un an. Cette date historique a été marquée à travers tout l'espace AES par plusieurs activités, dont les manifestations populaires, une célébration dans la ferveur et la détermination. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly de la télévision nigérienne. Ce 28 janvier 2025 marque le premier anniversaire de la sortie du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Un an déjà. Et dire que certains ne donnaient pas cher de la peau de l'AES. On se souvient que pour le cas du Niger, au lendemain des événements historiques du 26 juillet 2023, certains compatriotes mal inspirés depuis leur exil à l'étranger avaient même affirmé la main sur le cœur que le Niger ne tiendrait pas 2 semaines face aux sanctions alors décrétées par la CEDEAO. Et pourtant, le Niger a tenu bon. Seul contre tous, ou presque, le Niger, sous la haute conduite du CNSP et de son président, le général Abdraman Chani, a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. En effet, malgré un embargo sauvage, le Niger a pu assurer l'essentiel, c'est-à-dire les dépenses de souveraineté, de fonctionnement régulier de l'État, paiement à terme échu des salaires, bourses et autres cachets et allocations, prise en charge effective sur fonds propres des dépenses de sécurité et même certaines dépenses d'investissement, etc. Parallèlement, s'y est ajoutée la reprise progressive, voire totale, de nos rapports avec la communauté internationale et notamment avec les institutions financières mondiales. Et tout ceci avec la manière et aux grandes dames, évidemment, des ennemis du Niger. Assurément, 18 mois après les événements historiques du 26 juillet 2023, le président Chani, le CNSP et le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, peuvent s'enorgueillir d'avoir su relever un défi majeur, celui de l'affirmation sans embâche de notre indépendance totale et de notre souveraineté pleine et entière.
Assurément, encore une fois, le Niger a su rester debout, sans jamais plier. Certes, les débuts ont été sacrément difficiles, mais l'alchimie est en train de prendre. La vision du président Tchani pour un Niger véritablement indépendant et prospère est, pour ainsi dire, en train de prendre corps. Assurément, la CEDEAO a vécu et plus personne désormais ne peut donner cher de sa peau, car son éclatement a bien commencé et vive l'AES. Et à suivre dans nos programmes après cette édition, la version Bamanankan du numéro spécial de notre émission Questions d'actualité consacrée à l'armée malienne 64 ans après. Quelle prouesse, quel défi et quelle perspective? La réponse est donnée par la hiérarchie militaire et des analystes. Un débat animé par Kaché Koumar Sangaré à mettre donc dans vos programmes. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Vas-y,